Alors, merci déjà de participer à cet événement matinal. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais peut-être introduire cette journée en commençant par présenter Impact AI, ou autrement dit intelligence artificielle. C'est un think and do tank, et le do est très important, qui a été créé au moment du rapport Villani à l'initiative de Microsoft, et dont l'objectif est de produire des éléments pour une IA, pour la société, pour une IA éthique. Donc, les différents champs sur lesquels on travaille sont l'éducation, depuis la création de ce Think and Do Tank. On travaille également évidemment sur l'éthique, hein, ça va de soi, et on a lancé un certain nombre de chantiers lors du renouvellement du conseil d'administration qui sont autour de l'environnement, la santé, et on a décidé de poursuivre l'investissement sur l'éducation. Ce qu'il faut dire de ce collectif, c'est qu'il réunit un grand nombre d'acteurs qui sont du domaine de l'économie, avec il y a un équilibre, l'économie du numérique, mais pas que, de grandes et de toutes petites entreprises, donc le monde des startups, de l'innovation, le monde de la formation, bien évidemment, le monde éducatif, le monde associatif, et donc ça crée une extrêmement grande richesse pour alimenter nos travaux. Donc, si je reviens sur l'éducation, puisque cette journée est dédiée à l'éducation, une des premières choses qu'on a souhaité faire, qui maintenant est peut-être rentrée, j'ai envie de dire, dans la vie commune, c'est de créer une cartographie des compétences, parce que quand on a démarré, cette cartographie n'existait pas. Donc, évidemment, c'est un travail qui a été un peu laborieux au départ et qui maintenant vit et qui est exploité. Ça paraît peut-être moins utile, mais en fait, le nombre de formations qui se créent autour de l'intelligence artificielle est assez foisonnant et très évolutif. Mais on y reviendra d'ailleurs pendant cette session. Et puis, les sujets sur lesquels on a décidé d'investir sur nos différents travaux à venir, et on présentera les travaux qu'on a déjà réalisés, notamment au cours de cette session, c'est comment l'intelligence artificielle peut contribuer à l'éducation, notamment de personnes handicapées. C'est comment l'intelligence artificielle peut contribuer à éviter le décrochage scolaire, sujet qui est malheureusement dans l'actualité, sujet pas très simple, très honnêtement, et en particulier en France. On trouve quelques expériences dans d'autres pays, mais en France, c'est un sujet qui est pas très évident à mettre en œuvre. Et puis, évidemment, poursuivre les travaux qu'on a déjà engagés sur la maintenance de notre cartographie, sur la certification d'une formation pour les ouvriers dans l'industrie qu'on a mise au point et qui est en cours d'ajustement suite aux échanges qu'on a avec nos différents clients bêta-test, j'ai envie de dire. Et voilà l'ensemble des travaux qu'on réalise et qu'on aura l'occasion de vous présenter pendant cette journée. Et évidemment, si certains d'entre vous, à l'issue, ont envie de contribuer au collectif, ils sont les bienvenus. Voilà ce que je voulais vous dire en intro. Bettina, je crois que tu n'as pas ton micro. Tout à fait. Je suis là. Merci beaucoup, Hélène. Je viens de vous partager mon écran pour vous présenter notre panel d'intervenants qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Autour de la table, nous avons François Tadei, qui est avec nous ce matin. Vous êtes chercheur et président du CRI. Le CRI, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire. Et vous êtes aussi un promoteur en France et sur la scène internationale de l'innovation dans l'éducation. On vous voit beaucoup dans les médias, dans les conférences, partout. Damien Bourgeois, vous êtes responsable ingénierie, expertise et innovation pédagogique chez AXA. Et vous êtes aussi l'auteur de l'étude dont on va beaucoup parler aujourd'hui, que notre collectif sort demain et qui s'intéresse à l'impact de l'IA sur l'organisation du travail et la gestion des compétences en entreprise. Vous nous en direz plus pendant la conférence. Valérie Pérérin, vous êtes vice-présidente Data, Analytics et IA chez Capgemini. Et Joël Courtois, quelque part dans la mosaïque, vous êtes directeur de l'EPITA, vous me faites signe, qui est l'école des ingénieurs en intelligence informatique. Bonjour à tous et merci de votre présence. Je vais commencer avec vous, François. On sait que les formations en IA
aujourd'hui se concentre beaucoup sur les aspects techniques, alors qu'on a des enjeux d'éthique évidemment très forts. Juste pour se mettre d'accord sur une définition commune de ce qu'est une IA éthique, on parle entre nous d'une IA sans biais et qui, globalement, ne porte pas préjudice à l'être humain, disons. Et donc, je voulais avoir un peu votre point de vue, à la fois d'ingénieur, parce que vous êtes polytechnicien de formation, mais aussi de défenseur de la transformation de nos systèmes éducatifs, pour savoir ce qui, pour vous, sont les grands freins ou les grands challenges pour que les enjeux d'éthique soient mieux pris en compte dans la formation de nos étudiants et de nos futurs ingénieurs. Oui, merci d'organiser cette réflexion et de me donner la parole sur ce sujet que je pense essentiel. Je ferai effectivement une petite introduction assez générale sur les problèmes, sur la capacité à comprendre l'éthique dans le monde scientifique et le monde de l'ingénierie. Quand il y a des études qui ont été faites plus à l'international qu'en France, malheureusement, pour essayer de mesurer la capacité à comprendre les enjeux éthiques en général, on a montré que cette capacité a tendance à diminuer avec le nombre d'années passées dans une école d'ingénieur. Donc, j'ai pas vu d'études de ce type menées spécifiquement sur des jeunes en train de se former sur les questions d'intelligence artificielle, mais je pense que je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Le problème assez structurel, en fait, c'est que quand on est dans des logiques d'ingénierie ou de science, on a tendance à avoir des approches très monodisciplinaires, très centrées sur tel ou tel aspect technique ou scientifique, et à perdre de vue le contexte plus global. Et donc, en fait, la pensée systémique, la pensée complexe que Edgar Morin appelle de ses voeux depuis des décennies, mais qui n'est pas du tout au cœur de nos pédagogies, fait qu'on est éventuellement capable de comprendre un système complexe en soi. Rien qu'un logiciel informatique peut être un système complexe, un robot, etc., une IA, mais l'ensemble des interactions de ce système que l'on crée avec une société qui elle-même est très complexe, et encore plus, est très difficile à prédire et à appréhender. Et donc, si on n'a pas des lieux dans lesquels on invite à penser l'implication de nos recherches, il y a tout un tas de scientifiques dans l'histoire de la science et de la technologie. Il y en a qui rêvaient de voler et qui se sont suicidés quand ils ont vu que les avions pouvaient servir à lancer des bombes. Il y en a qui rêvaient de comprendre la structure de l'atome et qui se sont suicidés quand ils ont vu la bombe atomique. Donc, c'est pas nouveau. Pareil sur la chimie, avec des gens qui ont contribué à des choses qui ont fini en gaz moutarde ou dans les chambres à gaz. Donc, il y a des vraies problématiques par rapport à ça. Se dire que la science et la technologie sont neutres ne suffit pas. Il faut prendre le temps. Et donc, c'est vrai de tout temps et de toute science et de toute technologie. C'est vrai du feu, par exemple. On peut faire juste rôtir son dîner ou ses ennemis. Voilà. Donc, encore une fois, ça date pas d'aujourd'hui. Mais l'IA pose de nouvelles questions. Parce que l'IA, l'intelligence joue un rôle clé dans notre espèce et dans notre civilisation. Et le fait qu'on ait une intelligence artificielle nous invite à nous demander qu'est-ce que l'intelligence versus qu'est-ce que la bêtise. Il y a aussi de la bêtise artificielle. En tout cas, il y a des intelligences artificielles qui nourrissent la bêtise des êtres humains. On le voit malheureusement tous les jours en ce moment. Et donc, il y a vraiment besoin de se poser des questions profondes par rapport aux technologies en général et à l'IA et à l'intelligence en particulier, et à se demander si jusqu'à maintenant on se pensait comme au-dessus de toute autre forme d'intelligence. Et là, tout d'un coup, en plus, on commence à se dire, mais il y a peut-être des formes d'intelligence qui sont supérieures à la nôtre et à laquelle il va falloir obéir. Alors, si en plus, elles ne sont pas éthiques, si en plus, elles sont biaisées, si en plus, elles défendent les intérêts de certains et pas ceux de tous, il y a forcément des questions qui sont encore plus graves que dans les temps précédents. Et pourtant, on ne l'a toujours pas mis au centre de la réflexion. Et il n'y a pas l'équivalent en médecine, typiquement, il y a un serment d'Hippocrate. Il n'y a pas d'équivalent du serment d'Hippocrate pour l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, François. Je me tourne vers vous, Damien, maintenant. Donc, dans l'étude que vous avez effectuée et qu'on va publier demain, vous avez interviewé plus de 20 experts de différents secteurs. Je les cite: l'assurance, l'éducation, la gestion de la relation client et de la santé.
Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les principaux constats que vous avez faits justement sur cette prise en compte des critères éthiques dans l'entreprise et sur le développement de cette IA de confiance? En ouvrant votre micro, parce que je vois qu'il est fermé. Je l'ai ouvert, je pense. Vous m'entendez? C'est parfait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, donc on a en fait parcouru la crise sanitaire d'une autre façon en interviewant différentes personnes dans les 4 secteurs que vous avez appelés pour essayer de comprendre comment dans les métiers on pouvait implémenter l'intelligence artificielle, l'accueillir et en faire quelque chose, je dirais, d'intéressant dans les organisations de travail, mais pas que. Il y avait aussi, on va dire, le milieu éducatif et la recherche en santé, parce que c'était d'actualité. C'est un travail qu'on a fait à plusieurs mains. Je voulais aussi le signaler, puisqu'il y avait 2 autres personnes avec moi qui m'ont accompagné, Léa Rastrelli et Samia Gozlan. Donc, ce qu'on ressort, puisqu'on a interviewé des gens de périmètres différents en termes d'industrie, mais aussi en termes de taille d'entreprise, c'est qu'effectivement, peut-être que d'ailleurs le contexte n'est pas neutre en la matière, mais la dimension éthique était très forte, notamment la dimension éthique pour pouvoir faire en sorte que le dispositif qu'on implémente au niveau technologique, et c'est sans doute pas uniquement le sujet de l'intelligence artificielle, soit accepté et soit profitable à l'ensemble des personnes qui vont l'utiliser. Donc je pense que cette dimension-là, elle est clé, ce qui amènera, je dirais, notamment des... Damien, on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu nous entends. Damien, on ne t'entend pas. Est-ce que les autres peuvent parler Est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, très bien. Ah, oui, super. oui, on vous entend parfaitement. Ah, alors Damien. C'est Damien qui est coupé, ouais. Oui, ça doit être. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est bon, Oui, t'as retrouvé. Non. Mais on t'a perdu depuis un moment, Damien. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Mais on ne vous a pas entendu depuis un gros bout de temps. Parce que moi, je ne vous entends pas, en fait. Je disais qu'en fait, cette dimension éthique était au cœur en fait du management et des dirigeants avec lesquels on a pu dialoguer. Moi, je l'ai un peu résumé sous un vocable qui est du leadership éthique. Je pense que c'est une dimension en termes de compétences, hein, si on peut appeler ça une compétence, qui est clé et qui est, on va dire, une des réussites possibles, enfin qui est un des critères de réussite possible pour l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des organisations. Merci. On a un peu raté le début de ton introduction. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer, parce que j'ai peur qu'on ait raté la substance, la façon dont vous avez fonctionné pour faire cette étude, le type d'experts que vous avez interviewé, pour qu'on reprenne un peu depuis le début, excuse-moi. Pardon? Ah, c'est compliqué ce matin, les techniques. Bon, c'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure, c'est pas grave. Valérie, je passe maintenant à vous. Vous, chez Capgemini, évidemment, vous accompagnez des entreprises toute la journée sur l'intégration d'outils de Big Data et d'IA. Vous avez donc un poste d'observation et d'acteur qui est clé sur ces sujets de compétences. Justement, sur les sujets d'IA éthique, quelles sont les compétences que vous identifiez au quotidien comme incontournables pour intégrer, encadrer un usage de l'IA qui soit une IA de confiance? Bonjour à tous. L'idée, c'est que l'IA ne peut être traitée que par une typologie de profil, mais par plusieurs. C'est un objet polymorphe qui a besoin d'experts métiers sur les processus opérationnels, d'experts data qui traduisent finalement le besoin métier en déclinaison data analytique ou d'intelligence artificielle, et d'experts technologiques qui vont le faire fonctionner de façon efficace et industrielle. Si je reviens sur les profils purement data, évidemment, c'est eux qui vont porter ce sujet d'éthique et de responsable, il y a une notion durable derrière. Et dans ces profils-là, on va retrouver à la fois les traducteurs de données, mais les gens qui connaissent la réglementation,
du pays dans lequel on intègre l'intelligence artificielle, et puis qui vont aussi porter ce qu'on va appeler le Sustainable AI, c'est la capacité de contrôler l'intelligence artificielle en vérifiant que les principes éthiques et de diversité sont respectés. Comment le faire? Évidemment, on a besoin d'une équipe qui va développer une IA, une équipe diverse, parce qu'on amène, chaque être humain amène son propre biais, le biais de ce que l'on est. Donc, il faut avoir des équipes de data scientists qui embarquent des hommes, des femmes, des ethnies différentes, des origines différentes, des cultures différentes. Et ça nous permet, voilà, de limiter, je dirais, le biais de la data. Et puis, on met en place des algorithmes qui vont permettre d'expliquer ce que l'IA fait. Et du coup, on parle d'algorithmes qui vont contrôler eux-mêmes les algorithmes. Et cette typologie de profil est très hétérogène, effectivement. Et c'est cette équipe à la fois business, IA, technologique et éthique qui rendront possible cette IA responsable. Merci Valérie. Je me tourne vers vous, Joël. Vous êtes au contact évidemment de centaines d'étudiants en tant que directeur d'EPITA. Ma question pour vous est de savoir si vous avez le sentiment que les jeunes générations, disons en tout cas les étudiants que vous côtoyez, sont sensibles à ces questions d'éthique et s'ils le prennent en compte comme une priorité dans leur formation. Merci. Je voudrais déjà apporter un petit complément à ce que disait François précédemment. La formation d'ingénieur en France est une des rares formations dans le monde qui se veut être systémique. Je ne dis pas qu'elle remplit toujours tous ses objectifs, mais c'est une formation qui est à la fois scientifique et technologique, et un troisième tiers qui n'est ni scientifique ni technologique. C'est là où chaque école va plus ou moins le développer certains aspects. On peut se limiter à des aspects purement de business, mais aujourd'hui, on introduit de plus en plus d'aspects liés à la responsabilité sociale, environnementale et aux aspects d'éthique. Donc, faut pas être trop pessimiste sur le futur. Cette dimension-là peut effectivement être intégrée dans les processus de formation. Ensuite, pour revenir sur la question à proprement parler, c'est un sujet très intéressant parce que dans une école d'ingénieurs, on va former ceux qui vont créer des outils d'IA. On n'est pas seulement dans l'utilisation. Et là, déjà, le domaine est relativement complexe puisque ce que l'on voit émerger aujourd'hui, ce sont énormément d'applications d'une IA statistique, de machine learning. Et il y a quand même toute une branche de l'IA qui continue de se développer sur des aspects symboliques, des aspects beaucoup plus liés à des raisonnements où l'aspect éthique ne veut pas dire exactement la même chose. Les réactions des étudiants sur ces aspects-là sont très intéressantes parce que ils raisonnent d'abord en termes d'objectif final. Et l'objectif final, quand vous parlez de faire un système qui va vous aider à mieux prendre en compte des problèmes de santé et à améliorer le bien-être de chacun, le réflexe premier est de se dire on va tous s'équiper d'un tas d'objets connectés et puis en permanence on pourra savoir comment va la personne dès qu'elle a une anomalie quelque part, on va prévenir des accidents et il faut qu'à un moment donné, l'un des enseignants lève le voile sur le danger que peuvent représenter des aspects qui seraient non éthiques, en disant mais attention, savez-vous que si vous retransmettez de façon ouverte des données médicales, eh bien vous risquez de voir un impact sur votre prochaine demande de crédit. Parce que les données auront été transmises à votre organisme bancaire préféré qui va vous dire que vous n'êtes peut-être pas dans une santé extraordinaire. Et c'est ce petit exemple-là, on pourrait le développer sur de nombreux aspects. Il est nécessaire d'attirer l'attention des étudiants qui sont encore, je dirais, extrêmement bienveillants, qui ne voient que le côté positif de la chose, tout le bien que l'on va pouvoir tirer. Et François l'évoquait aussi, on sait combien de belles inventions ont été détournées pour des usages beaucoup moins glorieux. Et le fait que l'on soit là devant un nouveau pan
de développement de la relation avec la technologie, que l'on soit devant un nouveau pan d'application dans des domaines extrêmement variés, fait qu'il est essentiel d'introduire cette sensibilisation aux aspects éthiques dès que l'on parle de formation ou d'usage de l'IA. Nous sommes plutôt dans la création des outils, mais je dirais que même pour des utilisateurs, introduire de l'IA dans des écoles de commerce, par exemple, pour utiliser des applications liées au marketing, à la communication, à la fidélisation de la clientèle, etc. Je pense qu'il est très important de sensibiliser les jeunes que l'on va former à cette dimension éthique et au détournement d'usage qui peut se produire si l'on n'est pas suffisamment vigilant. Donc voilà, c'est un sujet en tout cas extrêmement intéressant. Et on voit qu'il y a évidemment une prise de conscience importante sur le sujet. Si on s'intéresse maintenant un petit peu plus précisément aux solutions et aux facteurs, aux outils d'accélération pour que cette dimension éthique soit mieux prise en compte. François, vous, évidemment, vous mettez des choses en place avec le CRI, vous voyagez aussi beaucoup, vous êtes un fin observateur de ce qui se passe à l'étranger, etc. Qu'est-ce que vous avez en tête comme solution pour accélérer cette prise de conscience et la modification des comportements, disons, sur le sujet de l'IA éthique? Je pense qu'il faut arriver à augmenter la réflexion éthique en général et de tous nos comportements, parce que nous-mêmes, on aimerait être éthique quand on voyage, par exemple, mais est-ce qu'on ne brûle pas trop de CO2 ? Donc, en fait, les questions d'éthique sont vieilles comme le monde. Déjà, Aristote avait compris qu'il y avait trois pans de la connaissance, épistémé, techné et phronésis. Donc, épistémé, ça a donné la connaissance du monde et la science. Techné, ça a donné la technologie, notre capacité à agir sur le monde. Et phronésis, c'est l'éthique de l'action. Et donc, comprendre que toutes nos actions vont avoir une conséquence, non seulement sur nous, mais aussi sur les autres, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme, non seulement localement, mais aussi globalement. Je pense que c'est extrêmement important de renforcer cette capacité à penser l'éthique de l'ensemble de nos actions, en particulier lorsqu'on a à notre disposition des outils qui sont toujours plus puissants. Déjà, vous pouvez faire pas mal de dégâts avec une allumette dans une forêt, si vous la lâchez en été, mais si vous avez des allumettes toujours plus grosses, vous pouvez faire des dégâts toujours plus importants. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important de développer cette prise de conscience. Et puis, je reviens sur cette notion d'intelligence. Parce que les humains se considèrent comme plus intelligents, ou certains humains se sentent plus intelligents que d'autres humains, on a tendance à considérer de très haut, voire à appliquer tout un tas de choses à des formes d'intelligence inférieures. Et donc, si un jour il y a une intelligence dite supérieure, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va se comporter comme nous comportons avec les chimpanzés, c'est-à-dire les mettre dans des réserves, des zoos ou avec des électrodes dans le crâne? Ou est-ce que donc il y a vraiment une réflexion de savoir qu'est-ce qu'on fait de son intelligence et qu'est-ce qu'une intelligence réellement supérieure? Et cette capacité-là, est-ce qu'une intelligence supérieure, c'est pas une intelligence qui respecte les autres formes d'intelligence, par exemple? Et si oui, comment est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles IA qui aient le respect et l'éthique by design dans leur code? Si demain on a des IA capables de se reprogrammer elles-mêmes, et on commence à y arriver, comment est-ce qu'on s'assure que quand elles se reprogramment, elles ne délètent pas la partie éthique, par exemple? Donc il y a tout un tas de questions de ce type, pour en particulier le biologiste de l'évolution que je suis. On a par exemple commencé à faire des robots qui peuvent produire de nouveaux robots et avoir leur génome et leur code qui sont issus de la recombinaison. C'est le principe même de la vie. Et la vie n'a pas que des comportements éthiques. Et donc, dans notre espèce, on essaye d'être un peu plus éthique, mais on a beaucoup de mal. Et donc, rien n'est garanti. Et donc, il faut vraiment avoir une réflexion, je pense, qui vient de loin historiquement et qui se projette dans la durée. C'est pas simplement comment j'optimise mon code demain. Est-ce que je respecte ou pas la RGPD dans la loi telle qu'elle existe aujourd'hui? Mais est-ce que je suis capable de me projeter sur des temps longs et sur l'ensemble d'un champ
auquel je contribue et je me dois de non seulement respecter un serment d'Hippocrate qu'il faudrait déjà qu'il soit beaucoup mieux connu qu'il ne l'est, mais l'ensemble des acteurs de l'IA doivent prendre ça en compte. Et donc on voit bien qu'il suffit pas d'avoir un comportement éthique soi, parce que si mes voisins développent des IA qui sont pas éthiques, en récupérant éventuellement des bouts de code que j'aurais créés, on n'a pas forcément collectivement pris nos responsabilités. Merci François. Je précise quelque chose que je vois qu'il y a évidemment beaucoup de commentaires et de questions dans le chat. On va garder évidemment un quart d'heure, 20 minutes à la fin pour que vous exprimiez de vive voix, donc gardez-les précieusement pour qu'on vous entende un petit peu plus tard. Damien, je me retourne vers toi. Toi qui as interrogé, je le disais, plus de 20 experts, 20 personnes dans différents secteurs, différentes entreprises. Est-ce que tu as pu identifier des solutions, des programmes, des choses qui ont été mises en place dans ces entreprises-là pour accompagner les formations sur les sujets d'éthique? Est-ce que tu as des exemples à partager avec nous qui pourraient être inspirants, réplicables pour notre audience? J'espère que j'aurai plus de chance avec la technologie tout à l'heure. Voilà, on croise les doigts. Donc en fait, je dirais qu'il n'y a pas de recette absolument magique, parce que d'abord d'ailleurs c'est pas exhaustif, hein, l'étude qu'on a fait c'était plus qualitatif, et il y avait vraiment des organisations de toute taille, donc par définition ça change la façon de procéder. Mais au-delà du leadership éthique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me semble vraiment un élément clé, ce que je retiens, c'est qu'il y a un peu deux compétences qui apparaissent comme absolument indispensables dans le contexte d'intégration de l'intelligence artificielle. C'est à la fois des compétences qu'on pourrait qualifier autour des soft skills, on peut les appeler avec plusieurs vocabulaires différents, mais chez AXA, on les appelle compétences relationnelles, donc capacité en fait à appréhender aussi un contexte, et donc à faire une analyse contextualisée, donc pour pouvoir aussi y mettre une dose d'empathie et d'émotion, hein. Et on va le retrouver en fait, je dirais dans plusieurs dimensions. Je pense par exemple à la gestion de la relation client, où par définition il y a une partie de la robotisation qui soustrait des tâches qui étaient un peu routinières et qui donc facilite la gestion de la relation client, mais qui va de ce fait donner aux personnes qui sont en relation avec la clientèle, notamment sur des plateformes à distance, une matière qui va être plus complexe par définition. Donc là où parfois, j'ai envie de dire, la routine pouvait installer une sorte de confort, hein, dans à certains moments dans le travail, par définition, la complexité réapparaît et donc il faut y travailler. Et dans les personnes que j'ai interrogées, il y avait des cas où, dès le recrutement, on identifie les capacités et les compétences des personnes sur ce type de dialogue qui vont être un peu plus sophistiqués au fur et à mesure, puisque les machines soustraient une partie des tâches. Et on va donc laisser, on va dire, à chaque personne des choses plus complexes. Et ces choses plus complexes peuvent être simplement aussi la prise en considération de la situation de la personne qui est en train de dialoguer avec vous. Donc, c'est pas forcément uniquement de devoir faire des traitements d'analyse très, très sophistiqués, mais c'est simplement aussi d'être, on va dire, humain, et donc bienveillant, à l'écoute et de contextualiser ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier type de compétence qui apparaît fortement. Et l'autre type de compétence, moi, je l'ai un peu qualifié d'intelligence collective. Alors, on pourrait dire un peu, pour rappeler les travaux que mène François Telley, l'interdisciplinarité, sur le fait de mélanger justement et de faire travailler ensemble des compétences très diverses. Alors, par exemple, en assurance, puisque c'est un secteur qui m'est cher, en interviewant des personnes, des équipes, en actuariat, vous avez des personnes qui avaient, je dirais, par, on va dire, un peu tradition, des travaux qui étaient très, on va dire, rationnels, très centrés sur le calcul, sur la data, et qui maintenant sont des gens qui allient
des compétences nouvelles autour d'eux pour pouvoir réussir à trouver des solutions qui soient, on va dire, cohérentes avec ce qu'attend la clientèle. Donc des gens qui sont du commercial, des gens qui sont de la relation client, des gens aussi de l'informatique, pour pouvoir mener à bien leurs travaux. Donc ça veut dire que quelque part, on redécouvre aussi parfois un peu le rôle de manager de projet. Simplement, ça devient une compétence multiple qu'on doit pouvoir installer à différents endroits dans l'entreprise. J'ai un autre exemple aussi qui me vient à l'esprit et qui peut être aussi lié à la créativité, puisque cette intelligence collective, c'est l'alliance de la possibilité de créer des choses en commun. C'est typiquement une société qui avait installé juste avant la crise de la Covid un système permettant d'alimenter les grands hôtels parisiens avec du linge de maison et qui avait truffé ce linge de maison avec des puces RFID pour pouvoir le tracer, pour pouvoir le comptabiliser, pour pouvoir facturer automatiquement les sociétés avec lesquelles elle travaillait, et qui s'est retrouvé évidemment à l'arrêt avec ses clients puisqu'il n'y avait plus d'hôtellerie possible. Donc ce système-là était, on va dire, quasiment flambant neuf, et ce qu'ils ont transformé avec l'éditeur, avec un nouveau client qui était les hôpitaux de Paris, eh bien c'est de pouvoir changer de direction, changer de marché, et ils ont alimenté l'ensemble de la PHP avec ce système, et donc ils ont transformé, j'ai envie de dire, à un moment donné, une difficulté réelle, c'était la crise économique les concernant, en une nouvelle opportunité. Donc il y a besoin, j'ai envie de dire, de réfléchir ensemble à des solutions, et quelque part, l'intelligence artificielle, c'est un outil au service d'eux. François, je vais donner la parole à Valérie dans un instant. Je voulais juste, François, vous faire réagir sur la notion d'intelligence collective. Je sais évidemment que c'est un sujet qui vous est cher, donc j'imagine ce que Damien nous partage doit ouvrir quelques lumières chez vous. Oui, tout à fait. C'est sûr que, disons qu'on a... Les humains, je pense que c'est une de nos caractéristiques qui font la différence. Déjà très jeune, on est capable d'apprendre très vite des autres. Et c'est ça qui contribue à notre intelligence collective depuis la nuit des temps. Et ça, on sait le faire assez bien, parce que ça dépend en partie de l'atmosphère dans laquelle on est pour qu'on ose s'exprimer, par exemple. Mais on arrive à peu près à le faire quand on est face à face. Mais arriver à le faire à des millions, il y a des exemples comme Wikipédia, GitHub et tout un tas de lieux dans lesquels on a su contribuer à créer collectivement des choses qu'on n'aurait certainement pas su faire seul, et ça c'est assez extraordinaire, et c'est un très fort potentiel. La question par certains côtés, c'est comment est-ce que l'intelligence collective et l'intelligence artificielle vont pouvoir coévoluer. Est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre de mobiliser encore mieux cette intelligence collective? Est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle peut vous aider à identifier des gens qui, en tant qu'individu ou en tant que collectif, vous aideraient à progresser plus rapidement parce que vous avez des projets qui sont proches? Donc, en fait, je pense qu'on doit pouvoir créer, et nous, on a commencé à le faire, des GPS de la connaissance, voire des GPS des projets et même des GPS des rêves, de façon à ce que des gens qui partagent les mêmes rêves puissent, un peu comme John Lennon, être des rêveurs, mais not the only ones. Et donc, se connecter pour faire ensemble des choses qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Et donc là, je pense qu'il y a de forts potentiels d'augmentation de notre intelligence collective par l'intelligence artificielle, tout en faisant attention, comme je le disais rapidement tout à l'heure, à ce que l'intelligence artificielle ne se mette pas au service de la bêtise collective et des manipulations. Et on voit bien que les modèles financiers, y compris les modèles d'affaires d'un certain nombre de réseaux sociaux, ne vont pas dans le sens de faciliter l'intelligence collective, mais au contraire flattent une partie de nos bas instincts. Donc je pense qu'il y a vraiment des questions très importantes à se poser par rapport à ça, et éventuellement à inventer de nouvelles règles éthiques, y compris sur une partie des IA qui existent aujourd'hui et des produits qui existent aujourd'hui. Valérie, je ne sais pas si vous en êtes avec les entreprises que vous accompagnez à développer des GPS des rêves. Pourquoi pas, un jour. Mais en tout cas, pour tirer le fil de cette idée d'intelligence collective, je sais que vous insistez beaucoup sur la nécessité de développer en entreprise une culture de l'IA responsable. Et donc, je me demande comment, quand on est un dirigeant d'entreprise, concrètement, on s'y prend pour instaurer cette culture qui respecte les principes d'intelligence collective et qui permettent d'encadrer l'usage éthique. La question, elle est vaste parce qu'on s'adresse à une population très grande. J'ai envie de dire que les nouveaux formés intégreront naturellement les principes d'intelligence artificielle
à l'éthique, puisqu'on va les former pour ça. En revanche, ceux qui développent dans les entreprises cette IA, la première chose, c'est développer la culture de l'intelligence artificielle. Aider chaque manager, opérationnel, tactique ou dirigeant d'entreprise dans son métier de tous les jours et de prise de décision. Alors, ça peut être des financiers, des RH, des experts logistiques, production, peu importe. L'idée, c'est de leur donner cette culture de l'IA responsable, c'est-à-dire leur expliquer comment cette intelligence artificielle va leur permettre d'être augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire être augmenté, d'être plus performant dans leur travail et de se consacrer à des tâches à valeur pour eux et pour l'entreprise. D'accord ? Et du coup, cette formalisation, enfin cette IA responsable, elle nécessite quoi ? De formaliser les principes éthiques de l'entreprise. Et ça, c'est une chose qui n'est pas forcément faite dans chaque organisation, et c'est par là qu'on commence. Quels sont vos principes éthiques ? Quel est l'apport de l'intelligence artificielle dans vos processus métiers ? Et ensuite, on fédère les équipes, donc on a des approches de awareness, parce que voilà, on l'appelle comme ça, AI awareness, de développement de cette culture éthique propre à leurs principes d'entreprise. Ça, je dirais que c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est que il faut intégrer naturellement l'esprit de durabilité, parce que dans l'éthique, il y a le respect de l'humain, puis il y a le respect de la planète, qui est une question complexe. L'AI requiert beaucoup d'énergie pour faire apprendre aux machines, pour entraîner les algorithmes. Donc, il va falloir avoir une question entre l'apport que l'intelligence artificielle aura sur ma performance opérationnelle et l'impact sur l'environnement. Il va falloir gérer cet équilibre naturellement, d'accord ? Et c'est une question complexe parce que il est difficile de vraiment prédire ce que ça va consommer comme énergie ou ce que ça va rapporter. Et là aussi, pour moi, dans l'éthique, il y a une notion de durable et responsable à intégrer naturellement dans ces entreprises. Joël, on parle, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux rythmes dans la conversation, c'est-à-dire qu'on parle de changement de long terme, de transformation culturelle, de changement des mentalités, de transformation par l'éducation, etc. Et en même temps, un besoin d'agir tout de suite pour que les comportements et les esprits changent aujourd'hui. Comment, donc ma question est pour vous, qui êtes plutôt sur le long terme, sur la formation des jeunes générations, mais qu'est-ce qu'on a comme accélérateur potentiel aujourd'hui pour faire advenir ou encore une fois encadrer ces valeurs éthiques de l'IA ? Alors, à nouveau, je voudrais synthétiser quelques éléments qui ont été dits précédemment. On a vu qu'il y avait une définition de l'IA qui pouvait être utile de préciser. De quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle ? Est-ce que l'on est sur simplement de l'analyse de data, une bonne sélection de data pour produire des systèmes qui aient un comportement éthique ? Est-ce qu'on parle de systèmes qui résonnent avec des règles de fonctionnement qui sont plus ou moins éthiques ? Il y a un deuxième aspect qui est de se dire quelle est, au-delà de la définition de l'IA, quelle est la définition de l'éthique ? Et certains l'ont déjà évoqué, je l'ai vu passer également dans les commentaires pendant notre conversation. La définition de l'éthique n'est clairement pas la même selon les pays, selon les cultures. Et il va y avoir des différences énormes. Donc, se dire que l'on prépare à des formations dans lesquelles la dimension éthique est intégrée de façon générale n'a pas de sens si on ne définit pas une règle générale de ce qu'est un comportement éthique, ou bien on sera chacun éthique chez soi, dans son pays, dans son entreprise. On peut même dire que dans le sein même d'une entreprise, la définition de ce qui est éthique ou non peut évoluer. Donc, ça c'est pour repositionner un petit peu la complexité du problème. Donc, si on ramène cela à l'aspect formation, il y a une règle qui me semble essentielle, c'est quelque chose que l'on pratique beaucoup chez nous, c'est de ne pas faire d'un thème une matière, de ne pas faire de ce sujet-là une matière qui vient se mettre à côté d'autres matières, mais de l'intégrer dans le comportement systématique. De la même façon que on ne fait pas un cours sur la complexité des algorithmes en disant voilà comment on fait un algorithme plus ou moins efficace, et puis on fait derrière ça un examen sur la complexité des algorithmes. De la même façon que l'on ne dit pas
il faut rédiger des codes de façon propre pour être capable de les relire, et puis on fait un QCM sur ce que c'est qu'un code propre. Non, la bonne approche, c'est de mettre en action ces principes dans tous les projets. Et quand aujourd'hui nos étudiants travaillent sur un projet, eh bien on va systématiquement vérifier quelle est la complexité des algorithmes qu'ils utilisent ou quelle est la propreté du code qu'ils ont réalisé. Bien, je crois que dans cette intégration d'une approche éthique, responsable, durable, du numérique en général, mais de l'IA en particulier, puisque c'est le thème du jour, il faut simplement que ce soit quelque chose de systématisé, que ce ne soit pas une matière, comme je le disais, qui vient se mettre à côté des autres, mais que systématiquement, quand on travaille sur un projet, eh bien, dans l'évaluation globale du travail réalisé par l'équipe d'étudiants, il y ait la dimension technologique, qu'il y ait la dimension responsable, qu'il y ait cette dimension éthique comme quelque chose d'évident, de systématique. Je crois que c'est simplement en intégrant de façon systématique cette composante de la réalisation de tout projet que l'on arrivera à faire passer le message sur les générations qui viennent et que l'on arrivera petit à petit à disséminer, à avoir un effet viral sur cette prise de conscience qui doit se faire au niveau de toutes les entreprises, mais que ce soit les entreprises qui développent les outils, que ce soit celles qui les mettent en œuvre. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience systématique de se dire quelle est mon empreinte numérique et quelle est mon empreinte éthique sur ce que je suis en train de développer. Donc voilà, ce ne sont pas des... Il y a de l'action ponctuelle. Hein. J'ai vu tout à l'heure que quelqu'un reparlait de la charte de Montréal. Oui, c'est très bien. Ça fait, je sais plus, 3-4 ans qu'elle a été rédigée. Bon, voilà, c'est très intéressant de replacer ces principes. Il faut à un moment donné qu'ils soient présentés, explicités. Je disais pas seulement à des élèves ingénieurs. J'ai presque envie de dire, quel que soit le secteur de formation, ces principes-là devraient être rappelés. Et ensuite, pour que ça prenne vraiment de la valeur, il faut que ce soit introduit de façon systématique dans tous les projets réalisés. Voilà, donc c'est à la fois simple et complexe. Voilà, on a bien compris. Pardon. Je vais laisser la parole à notre audience. Je ne sais pas s'il y avait des questions, il y en a déjà plein dans le chat, mais je préfère toujours vous voir et vous entendre de vive voix. Est-ce que quelqu'un a une première question pour notre panel ? Alice Hamel, allez-y. Bonjour, donc je m'appelle Alice Hamel, je suis professeure agrégée d'anglais et étudiante en master de traitement automatique du langage, qui est donc une branche de l'IA. Et merci pour la discussion, c'était très intéressant. Mais je m'interroge un peu sur la concentration sur la formation des étudiants, des ingénieurs et l'idée de la culture qui me semble assez insuffisante, étant donné que l'objectif de l'entreprise n'est pas de générer de l'éthique. J'ai l'impression que seulement changer la culture des employés, ça va pas forcément être suffisant. Et est-ce qu'il ne faut pas des contraintes pour que l'objectif de l'entreprise soit d'être éthique aussi? Voilà. Merci. Qui veut prendre? Peut-être une entreprise qui veut réagir sur les raisons d'être. Beaucoup d'entreprises se dotent aujourd'hui de raisons d'être. Mais je veux bien répondre à cette question, ne faisant pas partie du panel. Si, vas-y. Ouais, mais oui, évidemment. Évidemment. Je pense que l'intelligence artificielle, en tant que telle, parce qu'elle pose des sujets d'éthique particuliers, mais toutes les entreprises aujourd'hui, effectivement, ont une raison d'être. Et la question de l'éthique en entreprise est beaucoup plus globale que celle-là, ce qui veut dire, là aussi, une formation de la totalité des salariés à ces sujets, des contraintes, effectivement, aussi. Hein. De toute façon, c'est comme toujours. Hein. Il faut former, il faut réguler, il faut contrôler. Ce n'est pas des sujets extrêmement simples. Bon, si je parle de Capgemini, c'est un sujet qui est central chez nous, hein, et tous nos collaborateurs ont des formations obligatoires autour de ces sujets. Mais ça fait pas, c'est pas non plus la réponse parfaite à cette question. Hein, ça suffit pas. C'est dans les comportements individuels des managers en particulier qu'on trouve la réponse, et en s'obligeant notamment à être évalué par des organismes externes, ce qu'on fait tous les ans. Mais même ça suffit pas non plus.
Voilà, faut la volonté, les actions, et je pense que c'est sans fin. C'est sans fin, c'est un vaste sujet, disons. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Voilà, quelqu'un veut compléter? Valérie, moi, je veux bien peut-être? ajouter quelque chose, parce qu'effectivement, on peut considérer dans les différents blocs qui existent sur niveau géopolitique que l'Europe essaye progressivement d'installer une dimension éthique au traitement des données et de l'usage des technologies. Évidemment, on pense tous à la RGPD, qui a été quand même un élément important et qui a, d'ailleurs, certains se sont étonnés qu'on contraigne et que du coup, ensuite, on contraigne heureusement aussi les autres. Et maintenant, il y a une directive qui est parue il n'y a pas longtemps, enfin qui va avoir ses effets progressivement pour la partie intelligence artificielle, avec les différents degrés de risque autour de ce qui est produit sous l'appellation, enfin, à travers les algorithmes d'intelligence artificielle, et donc pour pouvoir essayer justement de réguler, comme disait Hélène, les productions. Moi, je pourrais compléter également. Je ne sais pas si vous utilisez la fonctionnalité de lever la main. Oui, pardon, Pierre, allez-y. Oui, pas de problème. Moi, je suis Pierre Schmitt, je suis directeur de l'innovation chez LDE. On est le leader de distribution de ressources physiques et numériques pour l'éducation, et en France en tout cas. Et effectivement, nous avons fait, nous, un travail depuis plusieurs années qui n'a rien à voir avec l'éthique sur l'objet même de notre entreprise. Quel est le why, voilà, quand on le fameux why, voilà, pour nous c'est ensemble avec les acteurs d'éducation faire avancer l'école pour la réussite de tous les élèves. Donc sans difficulté, on peut dire que ce why est éthique de façon évidente. Cela dit, ça n'est pas l'objet des entreprises que d'avoir un why éthique. Et c'est pas grave du tout. L'important, c'est qu'il soit réalisé de manière éthique. Et évidemment, c'est des travaux qui existent dans un certain nombre d'entreprises, pas dans toutes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne se posent pas les questions en ces termes, ni sur le why, ni sur la manière de faire. Donc là, il y a de l'éducation effectivement à faire. Il n'y a pas de contrainte possible parce que dès qu'on touche à l'éthique, la contrainte devient un peu compliquée. Mais il y a de l'éducation à faire. Là, pour le coup, de l'éducation des chefs d'entreprise. Je ne parle pas de formation initiale sur la nécessité de définir un why et la nécessité ensuite de travailler de manière éthique. Donc bon, la question de l'éthique, c'est de toute manière déjà posée dans beaucoup d'entreprises à travers le développement durable, dont on retient souvent la partie environnementale, mais qui a deux autres piliers qui sont la partie comment dire sociale et la partie stabilité financière. Économique, pardon, pas plus financière, plutôt économique. Et en réalité, dès qu'on touche aux questions sociales ou sociétales, bien sûr que la question de l'éthique revient immédiatement sur le devant de la scène. Voilà. Mais ce qui est délicat, c'est que ça n'a rien à voir avec l'IA, en fait, tout ça. C'est quelque chose de transversal dans les entreprises. La moindre industrie qui n'utilise pas du tout d'IA doit se poser exactement les mêmes questions. Évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou des remarques, des commentaires, des choses à ajouter? Je vois que vous partagez beaucoup de ressources dans le chat et je vous en remercie. Est-ce que vous aviez d'autres interrogations pour notre panel? Je sais que dans une des questions qui avait été posée, malheureusement. Une question. Qui est-ce qui nous parle? Question de dernière minute. Bonjour, je m'appelle Eric Dubois de la société Globant, éditeur de solutions et conseils. En fait, il y a une question qui a été abordée un petit peu dans le panel. C'est sur justement la diversité de l'éthique selon les régions. C'est-à-dire qu'on est très fort, nous, en France, sur ça, voire en Europe. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 3 versions différentes de la gestion des data. C'est-à-dire que les États-Unis ont leur version, même s'ils essaient d'aller vers le RGPD un peu contraint et forcé. Et la Chine, évidemment, a une version complètement différente de l'individu et de la... Donc, la question qui se pose, c'est si on veut faire une éthique généralisée, comment on fait quand on a 3 systèmes un peu antagonistes et comment on va essayer de standardiser un petit peu tout ça? Alors, moi, j'ai un aspect, je dirais, entreprise à cette réponse, enfin, les questions. Aspirer à une éthique mondiale est probablement un vœu pieux. Aujourd'hui, je vois que les entreprises que j'accompagne
dans ces sujets d'IA éthique, elles ont avant tout une histoire d'image de marque. C'est-à-dire qu'en particulier en Europe, mais aussi aux États-Unis, je pense que la Californie fait énormément de bien à ce pays, il va y avoir une notion de consommateur responsable. On va changer, porté évidemment par l'enjeu de sustainability, mais on va changer nos modèles de consommation qui vont finalement impliquer aux entreprises, celles qui sont en mode B2C, mais même celles qui sont en mode B2B, de justifier le fait qu'elles ont respecté l'environnement, que leurs produits sont éco-responsables. Et du coup, c'est un enjeu marketing et financier et économique de devenir éthique et responsable. Donc là où on était juste finalement drainé par l'humanité, finalement on devient par des raisons mercantiles éthique et responsable. Et c'est un enjeu, et le shift est important, hein, ça veut dire que aussi, si elles ont intérêt à le faire pour des raisons je dirais, économiques et de réussite sur leur marché, elles vont y aller encore plus vite que pour des raisons d'éthique. Et c'est là où c'est difficile d'aspirer à une éthique mondiale. Et je pense que ces cultures-là vont permettre d'y aller probablement pour un autre why, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais elles vont y aller aussi. Moi, ce que j'aimerais ajouter à la bonne question d'Éric, si on prend un peu, encore une fois, les temps longs, en fait, les anthropologues nous disent qu'il y a 6 invariants dans les valeurs des êtres humains, dans le temps et dans l'espace. Ah. François, un bus. Et moi. Donc parmi ces valeurs, il y a care, fair, freedom, communauté, autorité et sacré. Donc care parce que si on n'avait pas pris soin de nous dès la naissance, on serait tous morts, parce qu'on est des êtres vulnérables. Fair parce qu'on est des êtres sociaux. La liberté parce qu'on est des individus et on aime pouvoir faire ce qu'on veut, mais cette liberté, on voit bien que c'est très, très fragile. La liberté de manger en terrasse, par exemple, est quelque chose qui évolue beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait parié il y a encore quelques temps. Et les trois qui vont ensemble de manière très forte, c'est communauté, autorité et sacré. Donc, quelle est la communauté ou les communautés auxquelles vous pensez appartenir? Est-ce que c'est votre tribu? Est-ce que c'est votre pays? Est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est les êtres vivants? Qu'est-ce qui fait autorité pour vous? Est-ce que c'est Donald Trump? Est-ce que c'est un général? Est-ce que c'est la science? Est-ce que c'est les lois, etc. Et qu'est-ce qui est sacré pour vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Et pour qui vous êtes prêt à sacrifier quoi? Par exemple, qu'est-ce que vous sacrifieriez pour vos enfants ou pour les générations futures, etc. Donc, ça, c'est des questions qu'on retrouve systématiquement. Éteindre les micros qui sont dans la rue. Et donc, ce que nous disent ces choses-là, c'est que si on veut, par exemple, crowdsourcer les différentes variétés d'autorité, de sacré, de communauté, et qu'est-ce qu'on voudrait mettre comme autorité, par exemple, dans une IA? À quelle autorité une IA devrait se soumettre? Et qu'est-ce qui devrait être sacré pour une IA? Qu'est-ce qu'elle devrait absolument respecter? Est-ce qu'il y a des choses qui sont absolument universelles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus locales? Et est-ce qu'on peut appliquer et mettre des barrières digitales sur les pays, ce qui n'est pas complètement évident? Et on voit bien qu'il y a besoin, à minima, de se poser ces questions et éventuellement d'utiliser l'IA elle-même pour crowdsourcer. Par exemple, Confucius nous disait qu'il y a 3 manières d'atteindre la sagesse. C'est faire des erreurs, c'est réfléchir longuement et apprendre des gens les plus sages autour de soi. Et si on crowdsourçait auprès de chacun d'entre nous quelles sont les erreurs qu'on a fait, quelles sont les réflexions qu'on a eues et qui on a identifié comme source pertinente sur tel ou tel sujet. Et si on partageait ça, déjà, on apprendrait les uns des autres et ce serait en soi intéressant. Mais en plus, on pourrait nourrir une IA. Parce que si vous voulez qu'une IA soit éthique et sage, comment vous faites? Est-ce que vous le codez en dur ou est-ce que vous lui donnez suffisamment d'exemples pour qu'elle apprenne de la diversité des contextes dans lesquels elle va pouvoir éventuellement avoir des comportements plus ou moins adaptés? Juste, j'ajouterais qu'effectivement, si on parle du sacré sur l'IA, on n'est pas loin on revient un peu au trolley de la robotique d'Asimov. Mais voilà. Claude, je crois que vous avez une question.
Oui, non, moi je voulais rebondir sur le fait de dire, voilà, si on cherche une éthique commune avec des gens de cultures différentes, on va avoir du mal, etc. Et je suis assez d'accord. Par contre, il y a une couche en dessous sur laquelle on peut plus facilement jouer, qui est une couche de gestion des risques. C'est-à-dire que on voit qu'internationalement, si on pose les questions en termes de risques créés par une application, qu'on soit en Chine, aux États-Unis, en France, où vous voulez, on va être capable de se poser un peu les questions de la même manière, quoi. Quel est le risque en utilisant cette application, on fasse tel type d'erreur? Quel est le risque qu'on désavantage une personne par rapport à une autre? Et ça, ces questions-là, on peut les poser beaucoup plus facilement. Et je pense que là où ça bloque, en fait, c'est le moment où on doit faire des choix parce qu'il y a des compromis à faire et où là, évidemment, selon la culture dans laquelle on est, eh ben, on va privilégier la liberté individuelle, privilégier le bien global de la communauté. Et là, on aura du mal à s'entendre. Donc ça devient finalement un choix qu'il faut laisser à l'humain dans le contexte dans lequel il est. Mais par contre, se donner les moyens de ne pas oublier d'évaluer les risques, de les comprendre et de savoir comment on peut les diminuer, ça me paraît être un objectif commun qui planétairement peut être joué. Est-ce que je vois que Thierry réagit? Peut-être une dernière remarque avant de clôturer cette conversation dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter une pierre à l'édifice. Ou Valérie, je vois que tu réagissais à la remarque de Claude, peut-être en conclusion. Alors, la notion de risque est hyper intéressante. Elle est largement, l'évaluation des risques est largement augmentée par l'intelligence artificielle qui, elle, a une capacité d'apprendre bien plus largement et bien plus rapidement que les modèles, je dirais, traditionnels d'évaluation de risque. Je voudrais juste donner un exemple. Pour une grande banque au Royaume-Uni, on a fait un score de risque sur l'incapacité à payer les loyers ou les prêts. Et il s'avère qu'on a un modèle assez intéressant qui permet à 20 ans, j'ai bien dit à 20 ans, avec un score de réussite de 96%, de détecter les clients qui seront dans cette incapacité. Alors on intègre notamment la notion des métiers qui s'appauvrissent, voilà, qui vont disparaître. Voilà, une espèce d'analyse du bassin d'emploi dans lequel ils sont localisés. Et c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on a fait pour une grande banque qui a un intérêt, c'est d'accompagner ses clients dans leur réussite sociale. Mais finalement, cette banque-là, elle a transmis ces informations au gouvernement anglais en disant, ben voilà, nous, on a cette capacité-là, comment vous voulez faire? Est-ce que c'est un travail social en collaboration qu'on va mener pour prévenir cette situation? Ou est-ce que, ben voilà, moi, je m'en occupe comme je m'en occupe, c'est-à-dire que je le conseille différemment, voire je m'en sépare si nécessaire. Et du coup, là, on est face à une évaluation de risque qui a permis un choix qui est pour moi hyper important, qui est comment j'impacte positivement la société versus comment je gère juste ma petite entreprise pour faire un peu de bénéfice. Et pour une fois, alors qu'il s'agit quand même d'une grande banque avec les intérêts qu'on leur connaît, voilà, on a eu une réaction hyper sociale positive. Alors que voilà, on s'y attendait pas forcément, mais voilà, c'est le message positif que l'IA permet d'évaluer ces risques et du coup de protéger notre population qui est en passe de devenir fragile. Merci de finir sur cette note positive, c'est parfait. Merci à nos panélistes d'être intervenus ce matin et merci à vous d'avoir participé à cet échange et d'avoir contribué dans le chat. Je vous indique que la prochaine conférence a lieu à midi sur le thème de l'IA au service de l'inclusion à l'école. Donc un tout autre sujet, mais qui va être tout aussi intéressant. Donc je vous invite à nous suivre à midi. Et voilà, merci à tous, bonne journée et à très bientôt, j'espère.